Merci. Kinshasa, au cœur de la capitale de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes plus de 30 nationalités rassemblées dans cette salle et via les réseaux sociaux pour cet événement. Nous avons le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Canada, la France, le Cameroun, la Turquie, et la Belgique, l'Égypte et plusieurs autres nations. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, applaudissez pour vous. My name is Sophia Ida, and it's an honor for me to welcome the conference in the beautiful and vibrant city of Kinshasa. Yes, it is true that today we're here for serious business. En premier temps, la journée d'aujourd'hui qui débutera par une plénière d'ouverture, suivie de VIP Talks et bien sûr de débats, tous avec un point commun au centre de la discussion qui est le développement des territoires. 25 octobre, mais qui a été décalé au 27 octobre du fait de la présence exceptionnelle de son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le programme va être chargé, le programme va être enrichissant. Alors, avant disposition des casques de traduction avec l'anglais sur le canal numéro 1 et le français sur le canal numéro 2. Donc, veuillez s'il vous plaît aussi, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mettre vos téléphones sur silencieux pendant toute la durée de la conférence. Mais par contre, je vous encourage à rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux du Makutano qui retransmet en live notre conférence en utilisant les hashtags Makutano, Makutano 8 et Mac8. That's right, ladies and gentlemen, you can find your headsets at your disposal. For English, it's channel 1 and for French, it's channel number 2. Also, please do not forget social media pages as you can see behind me on the screen. Mesdames et messieurs, pour vous souhaiter la bienvenue, j'aimerais à présent inviter sur scène une visionnaire. Elle a démarré l'aventure Makutano il y a maintenant 8 ans avec un battement de cœur, le développement d'un réseau à travers l'Afrique, ayant pour objectif la transformation de notre continent par des synergies nationales et internationales, évidemment des mutualisations d'expertise et des recherches de solutions innovantes à nos problématiques. C'est une femme d'affaires, c'est une véritable slasheuse puisqu'elle arbore plusieurs casquettes, administrateur délégué du centre hospitalier Uganda, associée gérante du Sultani Hotel, administratrice du Centre national d'arbitrage, de conciliation et de médiation, membre de la Fédération des entreprises du Congo, administratrice de MyFair Insurance Congo SA et bien évidemment fondatrice du Makutano, le réseau d'affaires, depuis 2014. Son entourage dit d'elle que c'est une femme lumineuse, battante, avec un souci permanent d'excellence. Et moi je dis que c'est un véritable modèle pour les jeunes femmes de notre continent et au-delà. Ladies and gentlemen, sous vos ovations s'il vous plaît, Madame Nicole Soulou. Chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, chers Makutano et tous ceux qui nous suivent en ligne.
La solidité d'une chaîne ne repose pas sur ses maillons les plus forts. Elle ne tient que grâce à la solidité de son maillon le plus faible. Ici, en RDC, les maillons forts ne manquent pas et de nombreuses initiatives, ça et là, du secteur privé et de l'État favorisent la marche en avant du pays. Je pense aux initiatives magnifiques qui sont menées partout dans nos territoires et par le secteur privé pour valoriser nos terres, pour industrialiser, pour soigner nos jeunes et nos femmes, pour soigner nos familles, pour former, mais aussi pour construire nos routes. Je pense à Pacifique Cash, qui depuis des années développe des services dans nos territoires. Je pense à Patrick Mouland, à Kalapinga, à Vanille Bichekois, à Modeste Makabouza, à Jean-Claude Hollande, à Eric Chilen, à John Cagnoni, à Léon Diangenga. Je pense à Nancy Pungu, à Fifi Nyamunongo et à tellement d'autres. Je pense aussi à la lutte anticorruption menée avec de plus en plus de fermeté par les autorités et aux différentes réformes entreprises ici en RDC, entre autres par l'ANAPI, par le ministère des Finances pour améliorer le climat des affaires. Côté maillon faible, il suffit par contre d'aller faire un tour dans la plupart de nos provinces pour vérifier que globalement, nous, secteur privé, n'avons pas encore été en mesure de construire les chaînes de valeur industrielles, agricoles et agro-industrielles qui sont pourtant le carburant économique de toute nation prospère. Mais le secteur privé ne peut seul assumer cette responsabilité. Il nous faudra donc pendant ces 2 jours questionner l'État au sujet du schéma et de l'agenda qui permettront au secteur privé et au public de travailler en cohérence. C'est précisément l'objet de ce Makutano 8. Ainsi, et vous l'aurez compris, notre travail ensemble pendant ces 2 jours ne doit donc pas se focaliser autour des maillons forts. Nous devons nous contraindre à identifier les maillons faibles, sans langue de bois, sans craindre de donner dans l'Africa ou le Congo bashing, et sans avoir peur de nous remettre en question. Depuis le début de l'année, les bruits de vote en Europe et les crises qui en découlent à l'échelle mondiale nous obligent à ouvrir les yeux un peu plus violemment que prévu sur les enjeux de cet entre-deux mondes dans lequel nous vivons. Certains fondamentaux que l'on pensait inébranlables à court terme s'effritent chaque jour un peu plus. Je pense à la globalisation des échanges commerciaux, à la stabilité et à la paix en Europe, la solidité économique des grandes puissances, de la Chine en particulier, et même à la survie de l'humanité. L'histoire bascule, probablement pour longtemps, et l'heure ne semble pas à l'optimisme. Pourtant, presque paradoxalement, il est clair que ce temps de l'incertitude va engendrer une redistribution des cartes au niveau planétaire. Dit autrement, ce rendez-vous avec l'histoire peut et doit nous être favorable. Pour que cela advienne, notre foi en nous-mêmes, notre droit absolu de penser, notre chemin de développement ne sont pas en option. Je vous parle ici d'africanité, de ce qui fait que nous avons quelque chose de différent à construire ici avec nos repères et dont nous devons être fiers. Je vous parle aussi de révolution mentale, d'une révolution apaisée, sans esprit de revanche, qui passe notamment par un regard nouveau sur le monde et par une approche inédite, multilatérale, transversale, philosophique de nos problématiques.
Je vous parle d'une révolution qui doit s'opérer sur tous les schémas de nos pensées, individuelles et collectives, qui doit quitter nos carcans congolo-congolais, africano-africains, et qui doit s'inscrire dans une dynamique bien plus globale. Pour illustrer mon propos, pour évoquer ces schémas que nous acceptons comme des vérités universelles, comme acquis une fois pour toutes, je ne prendrai qu'un seul exemple. Regardez attentivement cette carte. Mesdames et messieurs, parce que oui, on est là, comme j'ai dit, pour parler de serious business, mais on est aussi là pour se célébrer en tant que je veux voir si continue à éclore. Donc vous pouvez encore une fois applaudir pour vous-même, s'il vous plaît. Ce séjour de Madame Soulou et de Monsieur Biya, chers invités, la 8e édition du Makutano est officiellement ouverte. Et maintenant, pour la plénière d'ouverture, veuillez recevoir sur scène notre modérateur. J'invite Monsieur Christian Lusakoyo, DG de Top FM, à faire du bruit pour lui, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci d'être là très nombreux, la salle est pleine. Madame Nicole Soulou m'a dit tout à l'heure, on va devoir refuser du monde. Signe du succès de cette rencontre et signe que on fait démentir tous les clichés que même en RDC, l'union fait la force. Infiniment territoire, merci. Infiniment territoire est le sujet de cette 8e édition du Makutano et j'ai l'honneur, comme pour la 7e édition, d'appeler ou de recevoir et de poser quelques questions sur le thème au Premier ministre, M. Jean-Michel Samaloukodé. Tout à l'heure, il n'a pas été applaudi comme il se doit. C'est ma petite expérience de 30 ans de journaliste qui me permet de le dire, il faut saluer le public quand ce public accepte d'être face au privé, parce que cela est le signe que le public n'a pas peur de l'œil que sur lui posera le privé. Alors, grande ovation pour vous, Monsieur le Premier ministre, je vous invite à me rejoindre, parce que nous allons passer une petite demi-heure, on ne sera pas seul, Monsieur le Premier ministre. Nous allons appeler dans quelques instants la présidente de la Cour des comptes du Sao Tomé, ancienne Première ministre, qui va aussi venir avec le Premier ministre faire un échange d'expérience sur la solution pour développer le pays de la base au sommet que compte ou qu'a déjà essayé de mettre en place le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'être là. Alors, je tiens que non seulement vous avez tout le réseau Makutano à votre écoute, que vous avez toutes les personnalités, personnes connues et moins connues dans la salle présente pour vous écouter, mais vous êtes aussi en direct sur les chaînes FM et YouTube de Top Congo. Vous êtes donc suivis et l'intérêt est énorme à travers le monde. Alors, avant de parler dans les détails de ces 145 territoires et de ce projet, la première question sera en guise d'introduction la suivante. Qu'est-ce qui a procédé à la mise sur pied de ce programme? Oui, merci pour la question. Mais avant d'y répondre, je voudrais d'abord remercier et féliciter l'organisation de cette 8e édition du Makutano. Cette 8e édition s'inscrit finalement dans la pérennité de cette rencontre africaine et panafricaine qu'il faut absolument encourager. Et c'est aussi l'occasion pour moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, de remercier toutes ces délégations qui sont venues de loin
pour être avec nous dans ces échanges. On a parlé de plus de 30 délégations des différents pays africains. C'est quelque chose à saluer. Et je voudrais aussi, après cela, saluer la qualité de tous les intervenants ici. Je salue la présence, bien sûr, des honorables députés, des sénateurs. Je salue la présence des membres du gouvernement, mais aussi de toutes ces institutions d'appui qui travaillent aux côtés du gouvernement et qui vont permettre vraiment d'aborder toutes les questions qui concernent les 145 territoires. Et donc, peu de courage à faire face à une salle avec autant de cerveaux. Mais comme cela a été rappelé, c'est la 3e fois que je viens ici. Donc merci pour ce terme du secteur minier. Et puis les 2 dernières fois pour parler en tant que chef du gouvernement et donner certaines indications. Alors pour revenir sur votre question, parce que je ne l'ai pas perdu de vue, ici, je vais revenir sur une vision. Une vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui, comme d'habitude, je rends tous mes hommages, car c'est finalement cette vision qui aussi peut être exploitée dans le cadre de cette grande rencontre. Vision de combler une disparité trop souvent constatée entre nos villes et nos milieux ruraux, et finalement rapprocher un peu plus l'État de toutes ces populations silencieuses qui vivent dans ces milieux ruraux. D'où l'idée d'aller faire qui ont été définis dans le cadre de l'action du gouvernement. Ça veut dire la paix, la sécurité, la santé, l'éducation et toutes ces autres réformes dans lesquelles nous sommes engagés. Et l'entité choisie pour avoir ce développement, c'est le territoire. En République démocratique du Congo, nous en avons 145 et c'est ça qui a inspiré finalement ce programme des 145 territoires. Parce que dans ces domaines, nous parlons de l'autorité de l'État, c'est l'administration, il nous faut des bâtiments administratifs. Nous parlons de la santé, il nous faut des infrastructures qui permettent justement de rencontrer cette question, c'est des centres de santé, c'est des réhabilitations d'hôpitaux. Il nous faut des écoles pour pérenniser ce programme de la gratuité de l'enseignement primaire, déficit trop souvent rencontrés dans ces territoires, et donc un cadre programmatique pour faire la différence cette fois-ci et atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés. Donc voilà, je tenais juste à faire cette introduction et je pourrai entrer dans les détails tout à l'heure. Merci, Christian. Alors, je vais me lever, excusez-moi, on n'accueille pas une dame assise. Je voudrais juste que vous applaudissiez Madame Maria Carmo de Trovoada, Premier ministre honoraire de Sao Tomé et aujourd'hui présidente de la Cour des comptes. Bonjour Madame et bienvenue. A-t-il le trac? La réponse est non. On peut continuer cette ouverture. Alors, la question c'est, oui, 145 territoires, tout le monde le sait, oui, défaut de développement, oui, défaut d'administration, mais ce programme des 145 programmes, il contient quoi exactement? Des meubles et immeubles, un contenu philosophique, qu'est-ce que c'est que... Qui ont édicté finalement notre action. La première composante démocratique du Congo. Et pour cela, oui, on parle bien sûr de bâtiments dans le secteur administratif, mais on va plus loin, parce que l'idée première, c'est d'avoir une interaction au niveau des provinces. Et donc, ce développement au niveau de notre réseau routier, pour avoir
une interconnexion de tous nos territoires. Mais, au-delà de ça, permettre à ce que nous puissions avoir ce déplacement des biens et des personnes au travers de la République. Et c'est ça qui rencontre finalement cette deuxième composante. Ça veut dire permettre le développement économique et des chaînes de valeur au niveau de ces territoires. On voudrait voir plus d'autonomisation de la femme, on voudrait voir plus d'enfants à l'école, plus de jeunes filles à l'école. Je vais être un peu plus précis parce que dans notre action, bien sûr, on met toujours la jeunesse au centre, mais haute participation féminine. Et donc, ce développement des chaînes de valeur, surtout dans le secteur agricole, parce que tous les jours, on parle de diversification de notre économie, on parle de la revanche du sol sur le sous-sol. C'est aussi un autre slogan de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, pour pouvoir y arriver, ces interconnexions qui vont permettre finalement le développement économique et la viabilité de ces territoires. Ensuite, troisième composante, on parle des renforcements de capacité. Parce que toutes ces infrastructures devront être animées localement et elles devront être entretenues et gardées localement. Il faut renforcer les capacités. Non seulement des populations locales, mais aussi des acteurs économiques qui veulent participer à ce programme. Tant dans justement la mise en œuvre des projets d'infrastructures qui doivent se mettre à jour par rapport à toutes nos procédures de passation de marché, mais les mettre à niveau du point de vue compétitif avec les autres acteurs économiques au niveau national. Et pour finir, un système de suivi, évaluation efficace de ce programme, non seulement au niveau du gouvernement, à la plus haute instance, le président de la République, le gouvernement et même les entités locales, et finalement la population à travers un outil informatique qui va leur permettre d'avoir suffisamment d'informations sur le programme. Et donc, des composantes et finalement une mise en œuvre pour atteindre nos objectifs. Moi, je voudrais plutôt retenir le volet développement économique. Est-ce qu'on peut développer des territoires avec seulement, puisqu'il faut le dire, ce programme de 145 territoires, c'est 1,45 milliard de dollars, à savoir 10 millions de dollars par territoire. Est-ce qu'on peut, par exemple, dans le nord du Congo, développer le territoire de Bouta avec seulement 10 millions de dollars? Ici, je voudrais peut-être revenir sur le chiffre. C'est 1,6 milliard, 1,660 millions de dollars pour être plus précis, avec d'abord, c'est vrai, un investissement direct sur les territoires, un investissement de 10 millions, vous l'avez mentionné, et puis des moyens qui sont mis dans le suivi, l'évaluation, la communication pour atteindre l'objectif. Mais ce n'est pas, bien sûr, qu'avec ça qu'on va permettre tout le développement économique du territoire. Mais comme on le dit, pour faire un voyage de 1000 km, il faut commencer par ce premier pas. Ici, nous mettons les bases pour permettre ce développement. On va dire, bien sûr, on a des bâtiments. Est-ce que ces bâtiments apportent de la richesse? Non, ces bâtiments permettent d'avoir de la richesse parce qu'on investit dans notre jeunesse, parce qu'on investit dans notre sécurité. Et demain, ces acteurs pourront participer à notre système économique. Mais là où c'est très important que je le mentionne, et encourager le secteur agricole parce que c'est vraiment l'un de nos objectifs. Alors, à côté de ça, dans les moyens qui sont mis en œuvre, il y a aussi d'autres volets. J'ai parlé de la chaîne de valeur et nous allons accompagner plus de 174 000 ménages dans le développement agricole en amenant aussi du matériel, les coopératives agricoles avec lesquelles nous allons travailler étroitement au niveau du ministère de l'Agriculture pour aussi les encourager et les amener. Je ne pense pas que ce sera un éléphant blanc. Je vais dire pourquoi. Je vais donner les raisons qui, en tout cas, moi, me donnent la foi d'y croire et d'être sûr que nous allons atteindre l'objectif. Parce que j'ai parlé justement de tout ce cadre programmatique appelé maintenant aujourd'hui PDL 145T. C'est justement parce que nous nous sommes référés. Nous sommes rentrés dans le passé pour voir comment est-ce que les différents programmes de développement ont été exécutés.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs défis. Je pourrais revenir sur les défis, mais je vais parler d'un des principaux défis. C'est celui soit du non-financement ou bien du non-achèvement au niveau du financement des programmes. Ensuite, c'est celui du suivi, pour s'assurer qu'on atteint finalement le projet. Oui, finalement, la pénalisation, parce qu'il faut garder, et après, par la suite, il faut faire fonctionner. Mais avant d'y arriver, il faudrait arriver à la fin de l'ouvrage. Et ici, nous avons mis ces facteurs-là en avant pour dire comment corriger ces déficits du passé. Premièrement, il faut s'assurer que 45 territoires, c'est à peu près dans l'œuvre. 1210 écoles, 768 centres de santé, 145 bâtiments administratifs, et donc une bagatelle de 511 millions de dollars qu'il faut absolument boucler et avoir au niveau des agences, parce que c'est ça le système que nous avons choisi dans le cadre du suivi. Et à ce stade, ce financement a déjà été mis en place entre les mains des agences. Et aujourd'hui, ils sont en train de finaliser juste la contractualisation. Des projets ont déjà démarré depuis le 30 septembre. Et donc cette fois-ci, du fait d'abord du financement global des projets, des études de faisabilité précises, une géolocalisation précise, on est sûr de pouvoir atteindre l'objectif. Et donc chaque fois, nous allons mettre en avant le système financier qui aujourd'hui passe d'ailleurs par des banques commerciales, et puis le suivi et évaluation. Vous espérez aussi réaliser en ce qui concerne les attentes des populations. Est-ce que ce PDR 145, ce sera plus d'eau, plus d'électricité, plus d'accès aux produits de base qu'attendent les populations? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de construire le siège d'une administration dans le territoire, mais si celui qui est à côté, ou si même cette administration n'a mis au cœur justement du sujet que nous voulons atteindre, j'ai parlé des secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires, j'ai parlé de la sécurité, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la santé, mais au-delà de ça, effectivement, ce qui est attendu, c'est plus d'accès et à l'eau et à l'électricité, mais aussi à ces infrastructures de base routières. J'ai parlé justement de ce réseau de routes, de dessertes agricoles. Et donc, dans le paquet justement de programmes tel qu'il a été édité, nous avons aussi ce volet, avec un réseau de plus de 3000 puits de forage qui doivent être faits au travers de la République et répartis dans les 145 territoires, et plus de 28 aussi qui vont venir répartis dans ces différents territoires, parce que ici, on doit parler de projets. Dans l'utilisation de ces fonds, on sait que certains programmes sous cette même mandature présidentielle ont posé quelques problèmes quant à leur gestion. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une nouvelle histoire et des procès fleuves? Donc, transparence, parce que aujourd'hui, j'ai parlé de ce système suivi-évaluation, et dans ce système, justement, nous mettons tous ces fonds au travers des banques commerciales qui peuvent avoir une vue au niveau de toutes les instances qui font le suivi de ce programme. Nous avons le niveau hautement politique, qui est situé au niveau du président de la République. Nous avons le niveau stratégique qui se trouve au niveau du gouvernement et qui est piloté par le Premier ministre. Nous avons un niveau technique qui est situé au niveau du ministère du Plan, et puis finalement des comités locaux. Tous ces comités vont faire le suivi. Mais en réalité, en termes de manipulation d'argent, c'est vraiment un système qui va du ministère des Finances vers les banques commerciales. Et ce n'est pas de l'argent que nous mettons, ça s'est fait par le passé, entre les mains des administrateurs de territoire. Non. Eux aussi sont dans des comités de suivi qui permettent de vérifier cette transparence. Mais puisqu'on parle de défis, je crois que c'est important de mentionner le contexte dans lequel nous exécutons justement ce programme des 145 territoires. Des défis, nous en avons. Défis sécuritaires, parce que
permettre d'acheminer les matériaux de construction et permettre que nous puissions avoir ces infrastructures. Et puis, d'autres défis. Je crois que ici, peut-être par anticipation, c'est mieux quand même que je puisse en parler, parce que c'est dans le fil des idées. C'est que, aujourd'hui, je donne un exemple. La demande par territoire pour l'exécution de ces projets, c'est entre 15 000 et 20 000 tonnes de ciment. Donc, vous faites le calcul, fois 145 territoires, c'est plus de 3 millions de tonnes. La FEC est avec nous, elle peut donner la production annuelle, ici, en ciment, en République démocratique du Congo. Donc, en même temps, un défi, mais une opportunité. Un défi parce que nous travaillons déjà avec ces acteurs qui produisent, mais aussi ceux qui sont dans la distribution, pour leur montrer qu'on doit avoir une stratégie pour ne pas d'abord assister à de l'inflation, et puis pour que peut-être on sera obligé à ce stade d'aller vers d'autres pays voisins pour s'approvisionner, mais l'opportunité de voir, parce que l'année passée on parlait de ces champions, qu'on veut voir naître ici en République démocratique du Congo, d'avoir des acteurs qui vont aller dans la production du ciment, parce que la demande est grande et elle ne va pas s'arrêter. Récemment, nous avons visité dans la province du Congo central, à Kimpese, une cimenterie qui attendait ce genre de projet. Elle tourne aujourd'hui à 20% de sa capacité. On va faire en sorte qu'elle tourne à 100% ou on va privilégier l'importation. C'est important cette question. Non, nous allons privilégier la production locale. C'est le but, ça a toujours été notre politique, on en parle tous les jours, et ici c'est une opportunité de le faire. Donc on va les accompagner pour qu'ils puissent combler ce déficit mentionné dans le secteur du ciment, mais ce n'est qu'un seul que j'ai épinglé. Je ne vous parle pas des autres demandes en termes de matériaux de construction. Et donc pour moi, en même temps un défi, mais une opportunité pour tous ces champions que nous voulons voir naître dans la production ici au niveau national. Madame la Première ministre honoraire, gouverneure de la Banque centrale de Sao Tomé, Madame Maria de Carmo Trovaoda, vous découvrez ce programme. Vous avez été, comme monsieur, de donner à un ministre un micro. Est-ce que vous jugez tout cela réalisable? Un micro pour moi, madame. Okay. Échange d'expérience avec, au-delà du Gabon, sur l'océan Atlantique, l'exemple de la République de Sao Tomé et Principe. Bon dia, Madame la Première ministre. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord, pour la présidente et fondatrice du Forum Matokami, pour l'invitation et en particulier de participer à ce panel avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, à qui je présente mes respectueuses salutations. Premier ministre et ancien gouverneur de la Banque centrale, actuellement conseiller économique du président de la CAC. Permettez-moi de féliciter le choix de la thématique. Le développement du territoire, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour tout le continent africain en général, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nos économies font face à des effets de plusieurs économiques, choc sanitaire, choc climatique, sans oublier des chocs des gens anciens, tels que des chocs, des conditions défavorables de termes d'échange, qui sont toujours présents,